Bonjour à tous. Alors, je vais poursuivre ce que j'avais déjà entamé hier sur la vente d'un bien pollué ou potentiellement pollué. J'avais eu quelques propos introductifs pour essayer de prendre conscience justement de la difficulté qu'il y avait à traiter ce type de questions en raison de la diversité des précautions à prendre et des textes susceptibles de s'appliquer. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, je vous l'ai dit, commencer à évoquer le premier temps de la préparation d'un dossier concernant la cession d'un bien pollué, c'est-à-dire préparer le dossier dans un premier temps et en effectuant, vous allez voir, un certain nombre de vérifications, qui est le premier point que l'on verra ensemble, et ensuite la rédaction. Et à l'occasion de la rédaction, nous aborderons certaines clauses contractuelles particulièrement sensibles qu'on retrouve assez régulièrement dans ce type d'opération. Alors bien entendu, je ne pourrai pas voir tous les détails d'une telle opération. Vous allez voir que les questions à aborder sont relativement nombreuses et particulièrement denses. Néanmoins, j'essaierai d'insister sur les points récurrents, les difficultés récurrentes, et notamment celles qui pourraient susciter un contentieux et qui justifient donc de prendre des précautions particulières. Alors dans la préparation du dossier, qui est ce premier point, et la première étape, lorsqu'on a la cession d'un tel bien, bonjour Elisabeth. Donc, il y a des vérifications sommaires à opérer, et ces vérifications sommaires, en réalité, elles tournent toujours autour de 3 thèmes. Quel est le contrat qu'on me demande d'instrumenter? Quel est le contrat pour lequel on me demande d'apporter mon expertise et mon conseil? Deuxième chose, quelles sont les obligations qui pèsent éventuellement sur chacune des parties, déterminées par la loi ou éventuellement dans le cadre de clauses contractuelles. Et puis, quels sont les biens concernés? Est-ce qu'il s'agit de biens entrant dans un régime particulier ou ces biens relèvent-ils du droit commun? Si je m'interroge d'abord au contrat. Lorsque vous êtes amené à vendre un bien pollué ou potentiellement pollué, le contrat le plus fréquemment utilisé va être la vente, tout simplement, la vente d'un bien immobilier, la vente d'un terrain ou éventuellement d'un immeuble bâti qui se trouvera donc sur un terrain nécessairement. Donc cette opération-là, elle rentrera dans les actes courants de vente immobilière. Il va falloir enrichir parfois son acte d'un certain nombre de clauses particulières. Lorsqu'on est dans l'hypothèse d'une vente, assez fréquemment, les différents régimes spéciaux vont pouvoir s'appliquer, notamment le régime ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, qui vise uniquement les ventes, et vous allez voir que le champ d'application est tout de même relativement restreint, puisque comme je vous le rappelais dans le cadre des propos introductifs, près de 70% des terrains pollués aujourd'hui ou potentiellement pollués ne relèvent pas d'un régime spécial particulier qui serait ICPE ou qui pourrait éventuellement être rattaché à la réglementation relative aux déchets. Donc ça peut être une vente immobilière, mais dès lors que ce n'est pas une vente, il y a plein d'autres opérations qui, le plus souvent, ne rentreront pas dans le cadre des règles spéciales et devront faire l'objet d'une application du droit commun, et donc par voie de conséquence, supposeront de la part du rédacteur professionnel la rédaction de clauses contractuelles sur mesure. Alors, quelles sont ces opérations? Un apport en société, par exemple, apport en société d'un bien immobilier qui ne relèvera pas des règles spéciales telles que ICPE et pour lequel il va falloir justement rédiger un contrat sur mesure avec des clauses qui vont venir identifier les risques environnementaux et gérer le risque et le passif environnementaux qui en découlent. Vous avez également la cession de droits sociaux qui parfois peuvent entraîner la transmission d'entreprise. Et donc, dans ces cessions de droits sociaux, lorsque vous avez des actifs immobiliers, ça peut affecter, si l'actif est pollué, ça peut affecter la valeur des parts. Et on verra qu'en la matière, l'erreur sur la substance ou la garantie des vices cachés ne peuvent pas être invoquées, d'où l'intérêt de pouvoir rédiger des clauses contractuelles, notamment, on verra, les clauses de garantie de passif environnemental. On a également la cession de fonds de commerce. Cette cession de fonds de commerce qui va entraîner très souvent également la cession du bail commercial. Eh bien, avec cette cession du bail commercial, eh bien, on devient nouvel exploitant et derrière, eh bien, peuvent se poser des problèmes. Alors, soit on relève de l'ICPE et c'est le régime de l'ICPE qui va venir s'appliquer. Il va falloir prévoir dans le cadre de cette cession de fonds de commerce eh bien, le respect de cette réglementation, en tout cas attirer l'attention des parties sur les charges qui découlent de cette réglementation, ou alors ça ne relève pas de l'ICPE et encore une fois,
il faudra rédiger un certain nombre de clauses contractuelles sur lesquelles on reviendra dans un deuxième temps de cette présentation. On peut aussi tout simplement identifier pour les contrats la présence de matériaux dangereux sur un terrain ou la présence de produits dangereux sur un terrain. Il y a des réglementations spéciales qui pourraient éventuellement s'appliquer, même indépendamment de l'ICPE. Et donc, ces règles très, très spéciales, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Quel contrat donc? Quel bien? Puisque vous l'avez bien vu, les deux sont liés. C'est qu'en fonction de la nature du bien, vous aurez un régime spécial applicable ou un régime de droit commun. Quel bien? C'est essentiellement la question de savoir si on a affaire à une installation classée pour la protection de l'environnement avec différents régimes, puisque on peut avoir une installation classée qui relève du régime de l'autorisation préalable, celle qui relève de l'enregistrement, ou les moins graves, celles qui relèvent d'une simple déclaration. Et on verra que les règles protectrices relativement lourdes sont applicables aux ICPE les plus graves, celles qui font l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation. En revanche, lorsqu'il y a une simple déclaration, eh bien l'essentiel des règles contraignantes des ICPE ne sera pas applicable. Alors, ce qu'il faut faire également toujours, là, à titre de vérification sommaire, lorsqu'on va préparer la rédaction de son acte pour un bien pollué ou potentiellement pollué, alors on y consacre beaucoup plus de temps quand les enjeux financiers sont importants, notamment lorsqu'il s'agit d'un site industriel, mais comme je vous l'avais rappelé la dernière fois, une opération banale de vente d'une maison peut derrière poser des difficultés particulières en matière de pollution et coûter extrêmement cher. Alors, à l'intérieur de l'acte, dans les actes les plus complexes, on a une bonne pratique qui consiste à distinguer toutes les dispositions et les stipulations de l'acte en lien avec l'administration, donc tout ce qui relève des relations entre les parties et les autorités administratives, que ce soit le préfet pour les ICPE ou que ce soit la commune pour ce qui est, enfin du maire pour ce qui est des déchets, eh bien il faut lui consacrer une partie spécifique. En revanche, il y a une autre partie qui concerne cette fois les relations contractuelles entre les parties, eh bien, qui doit être distinguée au sein de l'acte. Il faut que formellement, pour éviter justement que vous ne soyez noyé par la masse d'informations et pour éviter qu'il y ait un problème de compréhension des informations figurant dans l'acte, il faut clairement distinguer tout ce qui relève des relations avec l'administration et ce qui relève des relations contractuelles entre les parties. Alors, autre interrogation toujours en lien avec le bien, est-ce que vous avez affaire à un bien qui est loué? Parce que dans l'hypothèse où le bien est loué, vous allez justement avoir un preneur qui sera généralement l'exploitant de ce terrain, et le propriétaire du terrain est un simple bailleur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'obligation, mais en revanche, vous verrez qu'à travers certaines règles spéciales telles que celles des ICPE, le débiteur désigné par la loi, c'est le dernier exploitant. Et ce dernier exploitant, eh bien, dans notre hypothèse, le plus souvent, ce sera le preneur. Donc, il convient de vérifier si le locataire est un exploitant. Il se peut également que le bailleur soit un ancien exploitant. Donc, on avait le propriétaire d'un terrain qui a exploité une ICPE, par exemple, et qui ensuite décide de cesser son activité, en tout cas de transférer son activité à un preneur. Et donc, là aussi, ça va rejaillir sur les obligations des uns et des autres, parce que s'il n'y a pas changement d'usage, eh bien, le nouvel exploitant est bien le preneur, mais si le preneur, lui, change l'usage du bien, eh bien, on aura une distinction entre les exploitants, et vous aurez ici deux débiteurs légaux potentiels, l'ancien exploitant pour le premier usage qui est le bailleur, et puis pour le nouvel usage, eh bien c'est le nouvel exploitant que serait ce locataire. Il faut également voir s'il y a eu cession du bail, s'il y a eu un changement partiel ou total d'activité. Donc il est important de bien identifier la nature du bien et savoir si celui-ci a été loué, est loué, et quelle était l'activité du bailleur auparavant. Ce qu'il faut également, et c'est un autre point important, c'est de savoir si l'exploitant sera partie au contrat. Parce que si vous avez un exploitant qui est le preneur et que le bailleur est propriétaire et vend son bien, il n'est pas nécessaire, en tout cas il est plutôt opportun, mais il n'est pas obligatoire que l'exploitant participe, soit partie au contrat. C'est important parce que si l'exploitant, qui est par exemple le bailleur,
Et si le propriétaire est exploitant, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre à sa charge un certain nombre de démarches administratives à réaliser. S'il est partie au contrat, ben, évidemment, il supportera la force obligatoire du contrat et l'effet des clauses qui y figurent. En revanche, si vous avez un preneur qui est dernier exploitant et que le contrat de vente que vous allez instrumenter ne concerne que le bailleur propriétaire et l'acquéreur, eh bien, on considérera l'exploitant preneur comme un tiers, et donc nécessairement, en droit des contrats, il y aura un effet relatif de la convention qui ne pourra pas avoir d'effet sur le tiers. Il y aura des limites à l'efficacité des clauses que vous pouvez intégrer dans ce contrat si le preneur est un tiers au contrat qui est conclu. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut identifier. Et puis, vous allez voir que parfois le vendeur est exploitant et le locataire est également exploitant. Parfois, c'est le vendeur non exploitant avec un locataire exploitant. Parfois, vous avez éventuellement un vendeur et un locataire qui exploitent tous deux sur le terrain une activité qui rentrerait dans la catégorie des ICPE. Donc ça, c'est une première vérification que vous allez devoir opérer, qui va vous permettre ensuite de mieux rédiger votre contrat. Alors, ça, s'il s'agissait de vérification sommaire. Vous voyez, on se pose des questions, c'est votre travail. Avant même d'aller chercher les informations, vous posez un certain nombre de questions qui vont vous permettre justement ensuite de procéder à des investigations et puis peut-être poser des questions à votre client. La deuxième étape dans la préparation du dossier, c'est d'identifier les obligations d'information. Alors, c'est très important parce que pour ceux qui sont des professionnels de la rédaction, vous savez qu'assez fréquemment, le meilleur angle pour engager la responsabilité d'un rédacteur professionnel, c'est de ne pas avoir rappelé aux parties leurs obligations légales et notamment leurs obligations d'information. Alors, indépendamment du fait que le rédacteur professionnel est tenu d'un devoir de conseil, là, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est que le plus souvent, lorsqu'une partie n'aura pas respecté certaines de ses obligations légales et qu'elle a été assistée par un professionnel de la rédaction, elle aura tendance à dire qu'elle ne savait pas qu'elle était tenue d'une telle obligation d'information et elle considérera que vous êtes responsable justement de son manquement. C'est assez fréquent. Alors là, ça va même beaucoup plus loin en matière environnementale, puisque le manquement à certaines obligations légales d'information peuvent avoir une conséquence sur l'existence même de l'acte, on va le voir, qui peuvent entraîner la résolution ou éventuellement une restitution d'une partie du prix ou une réduction du prix ou éventuellement une remise en état dès lors que cela se fait à un coût proportionné et raisonnable. Donc, on voit bien que les conséquences et les sanctions d'un manquement à l'obligation d'information sont, au regard de certaines règles spéciales, des conséquences très lourdes, des sanctions très rigoureuses qui peuvent être infligées. D'abord, ce que l'on conseille lorsqu'on a la cession d'un bien pollué ou potentiellement pollué, c'est la constitution de ce qu'on appelle un dossier d'information. Alors, ce dossier d'information va comporter, si on veut essayer de, dans une démarche dite dogmatique, non pas au sens péjoratif du terme, mais la dogmatique juridique, c'est cet esprit cartésien de classification, d'ordonnancement. On peut, à l'intérieur de ce dossier d'information, considérer que vous allez avoir trois types de clauses, trois catégories de stipulations. D'abord, vous allez avoir des clauses informatives au sens strict. Ce sont des clauses dans lesquelles vous allez rappeler aux parties l'existence de certaines obligations, et notamment d'obligations d'information, mais pas seulement, il y a aussi des obligations de faire, donc rappeler finalement les obligations qui pèsent sur les parties en vertu de la loi, que ce soit une loi spéciale ou que ce soit le droit commun des contrats, vous allez le voir. On va également très souvent reproduire les règles applicables. Alors c'est vrai que c'est une pratique que l'on peut reprocher à certains professionnels de la rédaction, mais cette tendance à gonfler le contenu d'un contrat, cette enflure contractuelle que l'on observe aujourd'hui, est une tendance majeure. Et je pense que une fois qu'on a rappelé aux parties leur obligation, écrire l'article pour qu'ils en aient connaissance et finir, on le verra, en disant que les parties reconnaissent avoir fourni à l'autre l'ensemble des informations imposées par la loi, je crois que c'est une manière de faire qui est rassurante pour les parties et également pour le professionnel qui est sûr de ne pas passer à côté d'une de ses obligations. Clause informative donc, clause déclarative également. Deuxième catégorie de clauses, ce sont des clauses dans lesquelles les parties vont déclarer un certain nombre de choses. Le vendeur, le dernier exploitant s'il l'est, et puis l'acquéreur, puisque en fonction, on verra, des projets de l'acquéreur,
eh bien, les informations que doit communiquer le vendeur sont différentes, notamment les informations que fourniront en matière notamment de sites pollués et l'acquéreur vont permettre de déterminer, on le verra après, l'usage convenu, c'est-à-dire quel est l'usage que souhaite faire l'acquéreur, et normalement, le vendeur doit remettre à l'acquéreur un bien conforme à l'usage qui a été convenu. Donc, ces clauses déclaratives, ce sont des déclarations faites par le vendeur et l'acquéreur qui sont plus ou moins détaillées dans des sites industriels qui font l'objet d'une cession. Généralement, vous avez des clauses très, très détaillées, extrêmement longues, qui peuvent faire plusieurs pages. Et donc, tout dépendra de la nature du bien qui est cédé. Et puis, il y a des clauses normatives. Et ces clauses normatives, ce sont celles qui vont imposer aux parties un certain nombre de démarches, d'obligations, de conduite à adopter. Et donc, dans un dossier d'information, on peut avoir également des clauses dites normatives. Alors, c'est de cette manière que je les qualifie, hein, c'est pas la loi ou la jurisprudence qui les qualifie comme telles, mais l'idée d'une clause normative, c'est l'idée justement d'imposer un certain comportement, des formalités, des démarches à l'une des parties, alors que dans la clause informative, c'est vraiment mettre à la disposition des parties un certain nombre d'informations, et dans les clauses déclaratives, c'est inviter les parties à donner des explications ou des précisions. Et on voit bien la différence avec une clause normative où là, il y a une clause plus directive au sens justement de normes de conduite. Alors, dans les obligations d'information, pour rentrer dans le détail, il y a d'abord des informations qui se rapportent spécifiquement au droit des sociétés. Il ne faut pas les négliger parce qu'elles peuvent être pour le professionnel une source d'information très importante. Une fois que j'aurai vu les informations pas toutes, mais les principales, en tout cas, vous devez avoir ce réflexe d'aller chercher ce type d'informations. Donc, en droit des sociétés, il y a des informations qui se rapportent spécifiquement au droit spécial immobilier. C'est là que j'évoquerai le cas des ICPE et toute obligation spéciale en matière environnementale. Et puis, on finira sur des obligations d'information de droit commun, mais vous verrez également, encore une fois, c'est très important, que les obligations spéciales d'information qui se rapportent notamment aux ICPE ou à d'autres hypothèses, ce sont des cas d'application très restreints, et en réalité, eh bien, dans la plupart des actes que vous allez rédiger, ce régime n'est pas applicable, et il va falloir, en raison de la nature de l'acte qui n'est pas une vente, par exemple, ou en fonction de la nature du bien qui n'entre pas dans la catégorie ICPE, eh bien, il va falloir se reporter au droit commun et notamment à l'obligation générale d'information de l'article 1112-1 du Code civil. Alors, si j'aborde les informations en droit des sociétés, il y en a un certain nombre qui peuvent vous être utiles parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises, on a mis à la charge de certaines sociétés, à certaines conditions, selon certaines modalités, eh bien, une obligation d'information dans des rapports, différents types de rapports que je vais évoquer avec vous, mais des rapports de gestion où la société doit rendre compte de ce qui a été fait, notamment sur le plan non financier. Et dans ces informations dites non financières, eh bien, on retrouve des questions qui se rapportent à l'environnement. Ce qui peut être assez précieux, notamment pour identifier le risque environnemental lorsque vous avez une cession de droits sociaux ou lorsque vous avez une cession de fonds de commerce. Ce sont des documents qui peuvent vous être très utiles. Par exemple, si je prends l'ordonnance du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines entreprises et certains groupes d'entreprises, et qui est accompagnée d'un décret d'application du 9 août 2017, eh bien, on prévoit notamment un rapport de gestion de certaines sociétés. Je vous donne l'article et je vous y renvoie, hein. Je ne vais pas m'attarder sur cette question. Ce que je veux, c'est que vous ayez le réflexe d'aller chercher l'information dans ces rapports. C'est l'article L 225-100-1 du Code de commerce, L 225-100-1 du Code de commerce, dans lequel vous avez des informations de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. Donc, ça rentre justement dans ce type de document que vous pourriez vous procurer pour avoir une information plus exacte, eh bien, des engagements environnementaux qui ont été pris et des risques environnementaux qui peuvent exister et liés à l'activité de cette société pour laquelle il pourrait y avoir une cession de droits sociaux, ce qui vous donne quand même une information précieuse. On a également certaines sociétés, notamment les sociétés commerciales, qui doivent insérer une déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion. C'est l'article L 225-102-1 du Code de commerce. Là aussi,
ça peut être des informations très précieuses. Il y a pour certaines entreprises également, les entreprises les plus importantes, mais c'est une opération qui peut être liée à la transmission d'actifs immobiliers. Certaines entreprises sont soumises aujourd'hui à un devoir de vigilance qui les oblige à élaborer un plan de vigilance, avec des obligations relativement lourdes, des sanctions également relativement lourdes. Tout ça figure à l'article L125-102-4 du Code de commerce. Donc 125-102-4 du Code de commerce. Le plan de vigilance bien comprend un certain nombre d'informations, notamment sur la sécurité, le respect des droits de l'homme, etc., mais surtout sur des questions environnementales. Et encore une fois, se procurer ce plan de vigilance permet d'identifier les mesures qui ont été prises par la société et puis les risques en matière environnementale qui sont liés à l'activité de cette société. Et puis, mais là, il faut aller très très loin, il y a aussi le plan comptable qui peut être très utile pour réunir des informations, et notamment dans les transmissions de sociétés de ce type avec de l'actif immobilier, des biens pollués. Tout ça se fait généralement dans le cadre d'une data room qu'on a déjà vu ensemble. Donc, data room, souvent sur un espace sécurisé, qui peut être l'espace notarial, notamment mis en place par la Chambre des notaires de Paris, et il y a un échange de documents, et ces documents-là peuvent être très utiles à un notaire pour essayer d'identifier le risque environnemental, le passif environnemental. Notamment, vous avez l'article 323-2 du plan comptable général, dans lequel vous avez souvent des provisions qui ont été constituées pour des risques ou des charges, notamment les dépenses environnementales sont comptabilisées ici, et ça peut être un élément important pour essayer d'avoir une vision globale du risque environnemental et de l'éventuel passif environnemental. Au-delà des informations en droit des sociétés, vous avez pour l'essentiel, bien entendu, des informations qui se rapportent au droit spécial immobilier. Alors, je vais me concentrer, bien entendu, sur les ICPE, mais ce ne sont pas les seuls concernés. Mais il est vrai que concernant les installations classées pour la protection de l'environnement, vous avez déjà une première obligation d'information qui figure à l'article L514-20 du Code de l'environnement. Alors cet article L514-20 du Code de l'environnement, sachez, je ne vous l'ai pas dit, mais que je mettrai à votre disposition un PowerPoint sur justement la cession d'un bien pollué pour que vous ayez toutes ces informations de manière schématisée, à peu près 60 pages, qui vous permettront justement de retrouver de manière peut-être un peu plus détaillée ce que je suis en train de vous présenter à l'oral. Donc cet article L514-20. D'abord, il faut comprendre que quand vous prenez l'article L514-20, il a un champ d'application limité. Il va mettre à la charge du vendeur, ou alors je ne vais pas voir tous les cas, je vois uniquement le cas du vendeur. Il met à la charge du vendeur d'un terrain, donc on est dans une hypothèse déjà qui est plus limitée, et met à sa charge une obligation d'information par écrit, et dès lors qu'il y a eu une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée ou enregistrée, qui a cessé son activité. Donc, quand je prends l'article 514.20 et que je décortique le contenu de cet article, vous allez vous rendre compte que son champ d'application est tout de même relativement restreint. Parce que si je suis dans une session de droits sociaux, l'article ne s'applique pas. Si je suis dans une session de fonds de commerce, l'article ne s'applique pas. Si je suis dans l'hypothèse d'un apport en société, cet article ne s'applique pas non plus. Si j'ai affaire à une installation classée pour la protection de l'environnement simplement déclarée, l'article ne s'applique pas non plus. Et lorsqu'on regarde un peu la jurisprudence, on se rend compte qu'il y a une interprétation très stricte qui est donnée de cet article L514-20. Qu'est-ce que ça veut dire pour un professionnel? Ça veut dire que vous ne devez pas imposer une telle obligation en dehors des termes très précis de l'article 514-20. Mais surtout, ça veut dire que quand cet article 514-20 n'est pas applicable, il faut envisager de se référer au droit commun, ou en tout cas, en tant que rédacteur, avoir le réflexe de rédiger des clauses contractuelles sur mesure qui permettront d'identifier le risque et de gérer le risque indépendamment des obligations légales qui, en l'occurrence, feront défaut si l'article 514-20 n'est pas applicable. Alors, cette interprétation stricte, je peux l'illustrer de plusieurs manières. Par exemple, la question s'était posée de savoir si on pouvait, par extension, appliquer l'article 514-20 pour une ICPE qui est encore en activité. Oui, on s'est dit, dans l'hypothèse où une ICPE a cessé son activité, il y a une obligation d'information par écrit. Eh bien, si l'ICPE est encore en cours d'activité, a fortiori, est-ce qu'on ne devrait pas également appliquer l'article 514-20 et considérer qu'il y a une obligation
d'information par écrit. Eh bien non. Non, parce que la Cour de cassation se livre à une interprétation stricte du texte et elle considère que seuls les cas dans lesquels l'ICPE a cessé son activité justifient l'application de l'article 514-20 et une obligation d'information par écrit, très probablement parce que dans ces cas-là, il est plus difficile de se rendre compte de l'existence de cette activité, mais quoi qu'il en soit, et la Cour de cassation le dit très clairement dans un arrêt du 9 avril 2008, à partir du moment où l'ICPE est encore en activité, cette obligation d'information par écrit, l'article 514-20, ne s'applique pas. Alors, je vous donne le numéro de pourvoi de cet arrêt, comme un arrêt de principe très important. C'est le numéro 07-10795, 07-10795, arrêt de la 3e chambre civile du 9 avril 2008. Autre exemple d'interprétation stricte, très stricte. On a eu une affaire de la 3e chambre civile du 22 novembre 2018. Alors, arrêt très intéressant puisqu'il confirme cette interprétation stricte de l'article 514-20. Je vous donne le numéro de pourvoi, numéro 17-26-209. 17-26-209. Je vous explique un peu les faits. Vous avez une société qui est propriétaire de plusieurs terrains. Sur certains d'entre eux, il y a eu une exploitation ICPE qui a cessé son activité. Plusieurs de ces terrains sont vendus à une autre société et par la suite, eh bien, cette société découvre qu'il y a des terrains parmi ceux qui ont été cédés qui sont pollués. Donc, elle tente de se prévaloir contre le dernier exploitant vendeur, en l'occurrence de l'article 514-20, en disant qu'il a manqué à son obligation d'information par écrit, avec derrière une sanction très lourde, puisque pendant 2 ans, du jour de la découverte de la pollution, il nous dit l'article 514-20, on peut demander soit la résolution du contrat, donc une sanction radicale, soit une restitution d'une partie du prix, ou éventuellement une remise en état à la charge du vendeur, et cela peut monter jusqu'à plusieurs millions d'euros, mais à condition que cette remise en état soit proportionnée, donc que le coût soit raisonnable. Et en l'occurrence, la particularité des terrains, c'est que sur ces terrains précis qui étaient pollués, qui avaient été vendus à la société, et qui se trouvaient pourtant à proximité des autres terrains appartenant à la société et sur lesquels il y avait des exploitations ICPE, sur ces terrains qui avaient été vendus proprement dit, il n'y avait jamais eu d'installation ICPE. Donc, si vous voulez, c'est une sorte il y avait une division des terrains qui avaient été effectués par la société, et il est établi que sur les terrains proprement dit qui ont été vendus à la société, quand bien même ils étaient à proximité d'autres terrains ICPE, eh bien ces terrains-là n'avaient jamais accueilli à proprement parler d'activité ICPE. Et donc la Cour de cassation, par cette interprétation très stricte, considère que 514-20 n'est pas applicable puisque le terrain proprement dit qui posait problème n'avait jamais accueilli une ICPE. Pourtant, il appartenait à cette société qui, à proximité, avait elle-même des terrains sur lesquels était exploitée une ICPE, et on avait bien compris que, très probablement, la pollution venait de cette proximité avec les terrains ICPE. Donc, ça veut dire quoi? Alors, la petite erreur dans cette affaire, c'était des terrains sur lesquels on avait une exploitation d'une industrie de système de freinage pour les transports de trains qui a duré plus d'une centaine d'années, 1892 à 1999. On a considéré, en fait, que ICPE était un texte dérogatoire, il fallait 514-20 l'interpréter de manière restrictive, et ici, les conditions n'étaient pas réunies. En revanche, et peut-être que le Conseil n'a pas été suffisamment efficace, on aurait pu invoquer l'obligation générale d'information, puisque, indépendamment du droit spécial, le droit commun, lui, aurait pu être sollicité, ce qui n'a pas été apparemment fait en l'espèce. Mais voilà une deuxième illustration de cette interprétation très stricte de l'article 514-20. Donc, dès lors que vous n'avez pas une vente proprement dit, dès lors qu'il ne s'agit pas justement d'une ICPE qui a cessé son activité, dès lors que vous n'avez pas un terrain sur lequel vous avez accueilli à proprement parler une activité de ce type, 514-20 n'est pas applicable. Alors, autre obligation, il y a une obligation de suivi qui pèse sur l'exploitant, obligation de suivi qui est prévue à l'article L512-18 du Code de l'environnement et qui, alors, ne vise, là encore, interprétation stricte, qui ne vise que les installations les plus dangereuses, ce qu'on appelle CVESO, S-E-V-E-S-O, et notamment de seuils très hauts de dangerosité. Et en la matière, on considère que, et là ça concerne des ICPE qui sont en cours d'exploitation, s'il y a un changement notable, dit le texte, un changement notable des conditions d'exploitation, eh bien l'exploitant doit mettre à jour obligatoirement
l'état de pollution des sols, état qui va transmettre au préfet, à la mairie, et également éventuellement un établissement public intercommunal s'il y en a un, et au propriétaire du terrain. Ça, c'est dans l'hypothèse où l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain. Et on précise également que ce dernier état doit être joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat ou à tout contrat réalisant le transfert de propriété du terrain où il y a cette ICPE. Donc là, c'est une obligation d'information, mais une obligation de suivi qui est prévue par l'article L512-18 et qui vise spécifiquement des activités particulièrement dangereuses. Et je vous renvoie à la lecture de cet article 512-18 du Code de l'environnement. À cela, et il faut ajouter, et il n'y a pas de substitution, c'est vraiment un complément d'information, il y a l'hypothèse de l'article L125.5 du Code de l'environnement qui vise les cas de biens qui se situent dans une zone où il y a un plan de prévention des risques naturels ou autres. Alors, je vous donne le contenu précis de l'article 125.5. Il concerne les biens qui se trouvent dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Et puis, bon, peu importe. Et l'obligation d'information dans ce cas-là pèse sur le vendeur ou le bailleur, puisque c'est une information qui bénéficie désormais aussi au locataire. Donc, elle pèse sur le vendeur au profit de l'acquéreur ou sur le bailleur au profit du locataire. C'est une obligation d'information générale sur les risques technologiques et naturels. Normalement, elle se fait même en cours d'activité. Donc, on n'a pas besoin, à la différence justement de l'hypothèse de l'ICPE, qu'il y ait une cessation d'activité. Donc, le champ d'application est beaucoup plus large. Ce que doit faire le notaire dans ce type d'opération, c'est de vérifier que l'annexe, justement, dans lequel figurent ces informations, cette annexe est bien attachée à l'acte. Et généralement, c'est même le notaire qui prépare cette annexe pour être sûr, justement, qu'il n'y ait pas de difficulté, avec là aussi une sanction très lourde si cette obligation d'information n'est pas respectée, puisque l'article L125.5, grand 5, en chiffres romains, eh bien, précise que la sanction sera soit la résolution, soit une réduction du prix, donc à la demande de l'acquéreur. Donc voilà une autre obligation d'information générale liée aux risques technologiques ou naturels. Autre obligation d'information, c'est celle des secteurs d'information des sols pollués, des biens qui se situent dans une zone dite SIS, SIS, prévue par les articles L125.6 et L125.7 du Code de l'environnement. Donc, en la matière, et je vous donne les contenus rapides de cet article, on vous dit passer un délai de 4 mois à compter de la publication d'un SIS. Et il faut savoir qu'actuellement, les secteurs d'information des sols pollués, ce sont des secteurs qui sont en cours d'élaboration. Vous avez sur un certain nombre de sites la carte de France où on vous indique quels sont les secteurs qui sont déjà établis par arrêté. Donc, tous n'ont pas encore été identifiés. Donc, c'est en train de se faire, mais vous en avez déjà un certain nombre. Et donc, on vous dit du jour de la publication, 4 mois après la publication d'un SIS, le vendeur ou le bailleur, encore une fois, doit informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de cet état de fait et l'acte de vente ou de location attestant de l'accomplissement de cette formalité. Donc, ça veut dire que vous devez avoir une telle attestation de l'accomplissement de cette formalité. Si vous ne respectez pas cette obligation d'information par écrit, qui là est beaucoup plus large que 514.20, puisque ça concerne tout terrain apparemment pollué, indépendamment de savoir si l'activité polluante existe encore ou a cessé. Donc, on a un champ d'application qui est beaucoup plus large et avec des sanctions qui sont les mêmes que l'article 514.20, c'est-à-dire qu'on aura un délai de 2 ans du jour de la découverte éventuellement de la pollution. Et si une telle information n'avait pas été communiquée, eh bien, il y aura résolution ou restitution d'une partie du prix, ou encore une remise en état à la charge du vendeur ou du bailleur, avec, bien entendu, toujours cette condition de proportionnalité qui doit être respectée. Donc voilà encore une autre obligation d'information très lourde. Autre obligation d'information, celle de l'article 556.2, mais là, dans le cadre de la construction immobilière, L556.2 prévoit que les projets d'aménagement ou de construction qui sont prévus dans un SIS, donc toujours le même secteur, qui ne sont pas pour l'instant, je le répète,
tous identifiés, doivent faire l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état environnemental du bien. Vous verrez, cette notion d'usage futur, elle est très importante, puisque l'étendue de la remise en état de la réhabilitation dépend de l'usage futur qui a été convenu entre les parties. Alors, on a, vous le voyez, toute une série d'informations qu'il faut procurer dans le cadre de l'article L556.2, et l'article R556.2 nous donne la liste, finalement, des études qui peuvent notamment être faites. Alors, je ne vais pas vous donner toute la liste, mais ça peut être une étude historique, documentaire et mémorielle. On peut identifier également la vulnérabilité des milieux. On va établir une liste des parcelles cadastrales qui sont concernées, un plan de délimitation justement de l'emprise du site, une cartographie du site sur lesquelles les substances vont être utilisées, etc., etc. Je vous renvoie sur ce point à l'article R556.2 du Code de l'environnement. Alors, à cela, il faut ajouter plein d'hypothèses particulières, notamment, par exemple, des terrains sur lesquels on aurait des substances dangereuses telles que le PCB, le polychlorobiphényle, qui est une substance qui donnera lieu à une information particulière qui est prévue à l'article R543.25 du Code de l'environnement. Lorsqu'on a un terrain où une mine a été exploitée, c'est un autre article, qui est l'article L154.2 du code minier. Donc, à chaque fois, vous avez un droit spécial du droit spécial. Donc, je ne vais pas aller jusque-là, mais sachez que à chaque fois, on aura des dispositions particulières qui seront susceptibles de s'appliquer. Là, de toute manière, l'essentiel des obligations d'information, c'est 514.20, 125.5, 125.7, 512.18 dans les cas les plus graves en cas de changement notable des conditions d'utilisation. Mais en dehors de ces hypothèses, eh bien, n'oubliez pas que s'il n'y a pas d'obligation spéciale d'information, il y a quand même une obligation de droit commun. Et puis, également, autre point important, vous le verrez en matière de baux commerciaux, vous pouvez là aussi avoir des informations particulières qui peuvent être à la charge des parties, notamment qui permettent de mieux renseigner sur l'état du bien. Je pense en particulier, par exemple, à la loi Pinel depuis le nouvel article L145-40-1, donc 145-40-1 du Code de commerce, qui prévoit un état des lieux obligatoire à la charge du vendeur. Et cet état des lieux obligatoire à la charge du vendeur est important parce que si l'état des lieux n'est pas établi, la présomption justement de remise d'un bien en bon état au locataire, l'obligeant ainsi, en cas de détérioration, à le remettre en état, eh bien, cette présomption ne joue pas si l'état des lieux n'a pas été élaboré. Et depuis la loi Pinel, il faut savoir que c'est un état des lieux qui est désormais d'ordre public et le bailleur, dans ces conditions, a tout intérêt à procéder à un audit des sols pollués parce que sinon, c'est lui qui devra supporter les frais de remise en état ou de gestion des déchets selon le type de pollution. Alors, à côté de cette obligation, de ces obligations spéciales d'information, donc vous voyez, pour l'obligation d'information, vous avez des informations très générales, institutionnelles, qui se rattachent aux sociétés, donc des rapports qui peuvent être des sources d'information. Vous avez également des obligations spéciales d'information qui sont prévues en droit spécial immobilier, et vous verrez ensuite comment on peut se procurer ces informations avec les différents sites, Basol, Basias, ICPE, Géorisque et autres qui vous donnent des informations dès lors que on ne vous les a pas communiquées et que vous souhaiteriez justement les vérifier. J'y reviendrai par la suite. Mais il ne faut pas oublier le réflexe de droit commun. Il y a une obligation d'information de droit commun qui figure à l'article 1112-1 du Code civil aujourd'hui. Cette obligation précontractuelle d'information qui précise que chacune des parties doit communiquer à l'autre les informations donc elle a à sa disposition. Donc, il n'y a pas en principe de recherche à effectuer, mais sauf exception, mais dans le cadre de l'article 1112-1, je communique ce que je sais, c'est comme ça que l'article est rédigé, et je communique au co-contractant ce qui est déterminant pour lui, et donc le caractère déterminant est assez variable. Néanmoins, quand on a un sol qui est pollué ou sur lequel on a exploité une activité qui pourrait être polluante, on peut comprendre que c'est objectivement déterminant pour l'acquéreur, et ça l'est d'autant plus si l'acquéreur vous dit qu'il a un projet immobilier
qui est l'installation d'un bien à usage d'habitation, pour lequel il faut une qualité de terrain particulière, là, on comprend bien que ça fait bien partie des informations objectivement déterminantes. Alors, en la matière, cette obligation d'information, elle est d'autant plus importante. Donc, je laisse de côté l'article 812-1, mais il faut savoir que l'utilisation sera toujours la même. Hein, c'est-à-dire qu'on rappelle aux parties cette obligation générale d'information, on réécrit l'article 812-1, on enrichit cela des clauses de déclaration du vendeur et de l'acquéreur, et à la fin, eh bien, chacune des parties reconnaît avoir communiqué à l'autre l'ensemble des informations qui pourraient pour elle être déterminantes. Mais juste pour vous expliquer un peu l'importance de cette obligation d'information et des conséquences qu'elle peut avoir en droit commun également, c'est lorsqu'on double ça d'une clause de non-garantie. Alors, dans le cadre d'ICPE, une clause de garantie ne serait pas valable puisque les obligations qui pèsent sur le dernier exploitant sont des obligations d'ordre public. Mais en droit commun, elles sont assez fréquentes dans les opérations entre particuliers ou entre professionnels. Et en la matière, il faut savoir que cette validité de principe de la clause de non-garantie, elle est tout de même conditionnée au sein de l'article 1643 du Code civil par l'absence de connaissance du vice par le vendeur. Et justement, dès lors qu'il est établi que le vendeur avait connaissance du vice, eh bien, il ne pourra pas se prévaloir de la clause de non-garantie. Alors, cette connaissance du vice, vous voyez bien que c'est une notion assez neutre. Il n'y a pas besoin d'avoir une mauvaise foi. Il suffit d'établir que le vendeur avait connaissance d'une telle information pour qu'il ne puisse pas se prévaloir de la clause de non-garantie. Or, quand vous avez un terrain qui est pollué, il est, en droit commun de la vente, il est rattaché à la garantie des vices cachés. Une pollution, c'est un vice caché. Et donc, si on veut se protéger éventuellement d'une éventuelle action de l'acquéreur en présence d'un terrain pollué, on peut, en dehors des cas où il y a une obligation d'ordre public comme les ICPE ou les déchets, on peut parfaitement introduire une clause de non-garantie. Mais encore faut-il ne pas avoir eu connaissance de vice. Et on va voir que sur ce point, à la différence de l'ICPE où il y a une interprétation stricte, là au contraire, les juges sont plutôt favorables à l'acquéreur lorsqu'il découvre un terrain pollué. Une illustration avec un arrêt du 29 juin 2017. Donc, je vais essayer de vous retrouver les références. Alors, je vous explique un peu les faits dans cette affaire. C'est 3e chambre civile, 29 juin 2017, avec un numéro de pourvoi, arrêt très important, hein, largement diffusé, publié, FPBRI. FP, c'est publié, un arrêt publié, au bulletin, B, R, rapport, I, sur Internet, au rapport à la Cour de cassation est diffusé sur Internet, donc une très large publication, ce qui donne à cet arrêt une portée relativement importante. Numéro de pourvoi, c'est 16-18087, donc 16-18087. Vous aviez un dernier exploitant d'un garage qui avait repris l'activité de son père qui lui-même exploitait un garage, et il y avait sur ce terrain apparemment des cuves souterraines. L'agent immobilier connaissait l'existence de ces cuves, le vendeur aussi. En revanche, le notaire dans cette affaire n'était pas au courant de l'existence de ces cuves. L'acquéreur s'est rendu compte après l'acquisition du bien, quelques temps plus tard, qu'il y avait des cuves ces cuves qui fuyaient, et la fuite de ces cuves ont entraîné une pollution des sols. La question était de savoir si, puisqu'ici il y avait une pollution, mais a priori une pollution qui était ignorée du vendeur, puisqu'il connaissait l'existence des cuves, en revanche, il ne savait pas que les cuves étaient défectueuses et qu'il y avait des fuites qui avaient pollué le sol. Est-ce que le fait, justement, de connaître l'existence des cuves suffit pour priver ce vendeur du bénéfice de la clause de non-garantie? Eh bien oui, nous dit la Cour de cassation. Elle nous explique dans une formule, vous allez le voir, qui est relativement large et qui montre bien tout de même cette volonté de mettre à la charge du vendeur eh bien, une obligation d'information relativement complète. Elle nous dit qu'ayant retenu à bon droit qu'en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père, M. Y ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux. Alors qu'a priori, le vice, c'est la pollution, et a priori, rien ne permet d'établir qu'il avait connaissance de la pollution. Il avait connaissance de l'existence des cuves, mais en aucun cas que les cuves étaient percées et avaient pollué les sols. Et elle ajoute, la Cour de cassation, que l'existence des cuves enterrées, qui se sont avérées fuyardes, n'avait été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente,
La Cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés. Alors, ce qui est intéressant, c'est le début de l'attendu, c'est qu'à partir du moment où c'était un dernier exploitant, il ne pouvait pas ignorer les vices affectant les locaux. Comme s'il y avait, en raison de sa qualité de dernier exploitant, une sorte de présomption de connaissance du vice, donc présomption de connaissance de la pollution. Dès lors qu'il y avait de telles cuves, eh bien, il n'en a pas révélé l'existence. Or, l'existence de telles cuves fait qu'il peut y avoir éventuellement des fuites et il peut y avoir une pollution des sols, et cela a suffi pour priver d'efficacité cette clause de non-garantie. Alors, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir qu'en matière de garantie des vices cachés, il y a une présomption de connaissance qui pèse sur les professionnels, et cette présomption, elle a été étendue notamment à ce qu'on appelle les vendeurs castors, hein, vous savez, ceux qui réalisent leurs propres travaux. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'extension de cette présomption. Lorsqu'on est exploitant ou dernier exploitant, eh bien, on est présumé, là aussi, connaître les vices, ce qui, pour cet arrêt, eh bien, vient tout de même priver d'efficacité un grand nombre de clauses de non-garantie qu'on peut avoir dans des contrats entre particuliers ou entre professionnels, puisque cette clause de non-garantie est, dans ces cas-là, parfaitement valable, sauf, vous voyez bien, avec cette présomption de connaissance qui, ici, en matière environnementale, eh bien, a des conséquences relativement importantes. Alors, toujours dans la préparation du dossier, après les obligations d'information, donc on a vu les vérifications sommaires, on a vu ensuite les obligations d'information, les principales obligations d'information qui peuvent exister, et puis comment le droit commun prendra le relais dans la plupart des autres hypothèses. Il y a aussi, dans la préparation du dossier, l'identification des obligations de faire. Parce que, en matière environnementale, il ne s'agit pas uniquement de rappeler aux parties les obligations d'information qui leur incombent, il y a un certain nombre de textes spéciaux qui vont mettre à la charge de certains débiteurs des obligations de faire. Et parmi ces obligations de faire, la première, c'est l'obligation de remise en état dans les installations classées pour la protection de l'environnement. Alors, article qu'on va retrouver plusieurs fois, donc vous le notez bien, c'est d'abord l'article L 512-6-1 du Code de l'environnement et l'article L 511-1 du Code de l'environnement. Les deux sont liés, hein, le premier renvoyant au second, donc L 512-6-1 du Code de l'environnement et L 511-1 du Code de l'environnement, qui mettent une obligation de remise en état dans les ICPE à la charge du dernier exploitant ou de son ayant droit ou de la personne substituée. Alors, le dernier exploitant, on comprend bien que ça peut être par exemple le locataire qui exploite une entreprise qui relève de l'ICPE, et il n'est pas nécessaire que ce soit une entreprise industrielle très polluante. Hein. On peut avoir une petite boutique dans une ville qui est par exemple un pressing et qui peut parfaitement être considérée comme une ICPE. Donc ce n'est pas nécessairement la vision d'une usine avec des fumées noires qui sortent de gigantesques cheminées. On a des hypothèses relativement simples de fonds de commerce qui peuvent être considérés comme des activités polluantes. Alors, le substitué, c'est celui qui va reprendre en réalité l'activité du dernier exploitant, donc du dernier exploitant vendeur. Imaginez que le vendeur soit le dernier exploitant, il cède son bien et l'activité va être poursuivie par l'acquéreur. C'est lui qui est visé justement par cette qualité de substitué. Alors, il ne sera considéré comme dernier exploitant substitué qu'à la condition qu'il poursuive la même activité. Dès lors qu'il s'agit d'une activité différente, alors là, ça peut être compliqué, puisqu'il va falloir déterminer quelle activité est à l'origine de quelle pollution. En revanche, si vous avez une vraie substitution avec un acquéreur qui poursuit l'activité du vendeur, dans ce cas-là, on appliquera tout simplement au dernier exploitant, donc l'acquéreur, eh bien, les obligations de remise en état prévues par l'article L512-6-1 du Code de l'environnement. La question s'est posée, et elle se pose encore un petit peu, de savoir si une ICPE irrégulière, donc imaginons que nous ayons une installation classée pour la protection de l'environnement et que toutes les procédures préalables de déclaration d'agrément, de déclaration d'autorisation d'enregistrement, surtout autorisation d'enregistrement, n'ont pas été respectées. Donc on est dans l'hypothèse d'une activité irrégulière, ICPE. Est-ce que l'acquéreur qui continuerait cette activité irrégulière peut être considéré comme étant substitué du dernier exploitant?
Alors, sur ce point, la Cour de cassation n'a pas pris position, mais il y a de nombreuses décisions de cour d'appel, notamment la Cour d'appel de Paris, qui considère que si l'ICPE est irrégulière au moment de la vente, dans ce cas-là, on ne peut pas considérer qu'il y a substitution. Donc l'acquéreur ne sera pas considéré comme substitué, même s'il poursuit la même activité irrégulière. Et c'est en tout cas une position qui est prise par la plupart des décisions rendues par les juges du fond. Et en la matière, la Cour de cassation n'a pas encore franchement pris position. Également, cette remise en état, on le verra, n'a rien à voir avec une dépollution, et on reviendra sur l'importance des termes, de la terminologie et de la rhétorique, parce que vous verrez que le mot dépolluer est un mot qui d'abord scientifiquement n'a pas de sens pour un terrain, parce qu'un terrain n'est jamais totalement dépollué, c'est pas possible. En revanche, quand on parle de remise en état, c'est pour dire qu'on va remettre le bien dans un état qui permettra à l'acquéreur de l'utiliser tel qu'il le souhaitait, tel que ça a été prévu dans le contrat. C'est la raison pour laquelle la remise en état est étroitement liée à l'usage futur qui est déterminé soit dans le cadre d'une procédure de conciliation, ou alors avec une remise en état dans un usage similaire à l'usage antérieur. Quand j'ai pris ce bien, il pouvait être à usage d'habitation. Avec le temps et l'exploitation de cette activité, c'est un usage purement industriel. Si je n'arrive pas à me mettre d'accord avec l'acquéreur, je devrais au moins le remettre en état, dans l'état où il se trouvait au moment de la vente. Donc, pour un usage d'habitation, dans mon hypothèse. Mais s'il était au départ à usage industriel et que l'acquéreur souhaiterait construire un immeuble à usage d'habitation, dans ce cas-là, il peut se mettre d'accord avec le dernier exploitant vendeur, par exemple, mais s'il n'y a pas d'accord, nécessairement, la seule remise en état qui sera réalisée, c'est remettre le bien dans l'état où il était antérieurement, à usage industriel, mais pour le reste, à l'usage d'habitation, ça sera nécessairement aux frais de l'acquéreur. Donc, pour cette question de l'usage, je vous renvoie aux articles du Code de l'environnement qu'il faut connaître et dans lesquels on vous explique justement le lien inextricable qui existe entre l'étendue de la remise en état et l'usage futur convenu ou alors état antérieur. C'est l'article R, les articles R 512-39-1 et suivant du Code de l'environnement, dans lequel vous retrouverez toutes ces informations. Parmi les obligations de faire, vous n'avez pas que les ICPE qui sont concernés avec ces questions de remise en état de réhabilitation. Il ne faut pas oublier les obligations de gestion des déchets prévues par l'article L541-2 du Code de l'environnement. Et cette notion de déchets, elle est très importante. Quand je lis le texte, on me dit « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du présent chapitre ». Il ne faut pas le négliger parce que quand vous avez des travaux, notamment de dépollution, et qu'il y a excavation des terres, donc des terres polluées dont on va se débarrasser, excaver les terres, vous faites de ces terres des déchets. Et la gestion de ces déchets, le transport de ces déchets, le stock de ces déchets peut coûter extrêmement cher. Donc il ne faut absolument pas oublier justement de gérer, de prévoir justement la gestion et l'identification des débiteurs de ces déchets. Alors c'est d'autant plus important que l'article L541-2 du Code de l'environnement se réfère à tout producteur ou détenteur. Et le terme est assez ambigu parce que celui qui produit des déchets, on arrive à l'identifier. Celui qui les détient, si je me réfère au droit civil, la détention n'est pas la possession. La détention, c'est celui qui possède sans avoir l'intention, sans l'animus du propriétaire, donc sans se considérer comme étant le propriétaire. Ça n'a rien à voir ici, c'est une notion qui vient du droit public, d'ailleurs formulée par des ingénieurs à l'origine, et donc on a un mot qui est celui de détenteur, une catégorie qui est celle de détenteur, et qui est relativement ambiguë. Et c'est d'autant plus important de savoir ce que les juges entendent par détenteur, que la jurisprudence en la matière va progressivement avoir une conception de plus en plus large de cette notion de détenteur, en créant à côté de la loi une nouvelle catégorie de débiteurs légaux. On a le dernier exploitant pour l'ICPE, on a le producteur-détenteur pour les déchets, et la jurisprudence a créé la catégorie du propriétaire-détenteur.
de propriétaire détenteur, c'est assez étrange, mais cela vient d'abord d'une jurisprudence de la Cour de justice à l'époque des communautés européennes, aujourd'hui de l'Union européenne, mais à l'époque communautés européennes, un arrêt notamment du 7 septembre 2004, qui est l'affaire Paul Van de Waal contre Texaco Belgium, où on explique que d'abord, les terres excavées peuvent être qualifiées de déchets. Donc déjà, c'était une conception relativement large de la catégorie des déchets. Puis, la CJCE a eu l'occasion de nous dire que dans la directive, eh bien, il y a une définition large du détenteur, et voilà ce que dit la décision, en ne précisant pas si les obligations d'élimination ou de valorisation des déchets incombent en règle générale au producteur ou à leur possesseur, c'est-à-dire le propriétaire ou le détenteur. Et voilà qu'apparaît dans la jurisprudence de la CJCE eh bien, une assimilation du détenteur et du propriétaire. Et tout cela va être concrétisé en droit français, à la fois par les juridictions administratives et par les juridictions judiciaires, qui vont faire gonfler cette catégorie de propriétaire-détenteur. D'abord, c'est un arrêt du Conseil d'État du 26 juillet 2011 que vous pouvez retrouver. Alors, le numéro de l'arrêt, c'est l'arrêt 328 651, donc numéro 328 651. Et cet arrêt du Conseil d'État du 26 juillet 2011 dit la chose suivante. Le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L541.2 du Code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandon sur le terrain. Alors, avant de voir les différents éléments, ce qui est important, c'est que le Conseil d'État reconnaît qu'à côté du producteur ou du détenteur des déchets, eh bien, il y a une nouvelle catégorie qui est le propriétaire. Et ça, c'est très important pour vous, parce que dans un acte, même si vous n'avez pas de détenteur à proprement parler, si vous n'avez pas de dernier exploitant, le propriétaire du terrain qui vend ce terrain, eh bien, pourrait être considéré à certaines conditions comme étant responsable de la gestion de ces déchets. Et donc là, ça peut coûter extrêmement cher, justement, au propriétaire. Alors, est-ce qu'il pourrait envisager, justement, de transférer financièrement la charge sur l'acquéreur? Oui, pour ce qui est de la charge financière, mais quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a créé une autre catégorie qui est celle de propriétaire-détenteur. Alors, bien entendu, à certaines conditions. D'abord, c'est une prise en charge qui est subsidiaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de détenteur connu, dans ce cas-là, eh bien, à titre subsidiaire, le propriétaire sera le débiteur légal. Mais, deuxième condition, pour le Conseil d'État, il faut néanmoins prouver la négligence à l'égard d'abandon sur le terrain. C'est-à-dire que le propriétaire ne sera tenu à titre subsidiaire que s'il est établi que c'est par sa négligence, justement, qu'il y a eu abandon sur le terrain de déchets. Et cette jurisprudence, vous allez voir, explique pourquoi, quand on conclut un contrat de bail commercial, autre acte pour lequel vous pourriez être sollicité en tant que professionnel de l'immobilier, eh bien, dans des activités potentiellement polluantes, eh bien, on doit introduire des clauses dans lesquelles on va clairement se préoccuper de l'activité du preneur, dans lesquelles on va lui demander de ne pas exercer telle ou telle activité, dans lesquelles on va lui demander une obligation de suivi, d'information, de rapporter régulièrement d'éventuels incidents, de constituer les garanties en cas de pollution, éventuellement de souscrire une assurance. Toutes ces clauses-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont permettre, en cas de contentieux, d'établir que le propriétaire n'a pas été négligent, que le propriétaire a tout fait justement pour faire en sorte que le preneur n'abandonne pas des déchets, gère correctement les déchets, ne pollue pas les sols. Et c'est là justement que ces clauses dites préventives qu'on avait dans les baux commerciaux et qui devaient être déjà une bonne pratique, eh bien deviennent une nécessité aujourd'hui, parce qu'avec cette jurisprudence qui met à la charge du propriétaire cette obligation de remise en état, à condition de prouver justement une négligence, eh bien justifie justement de se préconstituer une preuve par ces clauses contractuelles de la prudence, de la vigilance du propriétaire, échappant ainsi à cette obligation qui est consacrée par le Conseil d'État. Et la Cour de cassation fait la même chose, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, droit public, droit privé, eh bien, parfois il y a des appréciations différentes, ce qui est facteur d'insécurité juridique, puisque la Cour de cassation, dans un arrêt de la 3e chambre civile du 11 juillet 2012, je vous donne le numéro de pourvoi, 11 juillet 2012, numéro 11-10478, 11-10478, eh bien, elle aussi, la Cour de cassation consacre cette catégorie du propriétaire détenteur. Elle aussi nous dit que la responsabilité du propriétaire détenteur est une responsabilité subsidiaire, mais étrangement, elle considère, dans la formulation qu'elle utilise,
que cette faute n'a pas à être prouvée, la négligence, elle est présumée. Puisqu'on nous dit, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur, au sens des articles L541.1 et suivants du Code de l'environnement dans la rédaction applicable, tel qu'éclairé par les dispositions de la directive, etc., applicable, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance. Donc, on ne remet pas en cause, même si la formule peut paraître ambiguë, le caractère subsidiaire. Donc, on n'a pas de détenteur, et donc c'est le propriétaire, c'est le début de la phrase, en l'absence de tout autre responsable. Donc, en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire du terrain où les déchets ont été entreposés est à ce seul titre responsable, mais au lieu de préciser, comme le Conseil d'État, qu'il faut prouver la faute et prouver la négligence, eh bien là, la négligence est présumée. Mais finalement, c'est pas très grave. Alors, c'est quand même gênant d'avoir une formulation différente, mais ce n'est pas très grave puisque si je reprends l'exemple des clauses que vous avez dans un bail commercial, eh bien, ces clauses-là vont vous permettre d'apporter la preuve contraire, vont vous permettre de faire tomber cette présomption et d'établir que vous avez été vigilant, vous avez prévu un certain nombre de clauses qui ont été mises en œuvre régulièrement, mais malgré toutes ces précautions, eh bien, finalement, il y a eu un terrain pollué. Donc, finalement, en pratique, ça ne va pas changer grand-chose, mais il est vrai que cette différence de formulation, preuve de négligence, présomption de négligence, en fonction de la juridiction saisie, ce n'est pas facteur de sécurité juridique. Mais cela devrait être réglé dans les mois ou les années à venir, j'en sais rien, parce qu'on a un article qui n'est pas encore entré en vigueur, qui est là depuis quand même pas mal d'années, qui est l'article L556.3 du Code de l'environnement, et qui est un article qui va reprendre et qui va rationaliser finalement les différentes catégories de responsables et qui, vous allez voir, reprend finalement tout l'arsenal juridique des textes spéciaux que j'ai évoqués de la jurisprudence. Cet article 556.3 dont on attend encore le décret d'application dit la chose suivante. Il commence par dire en cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, vous voyez déjà le champ d'application est très large. C'est la pollution des sols, c'est pas nécessairement ICPE, donc c'est beaucoup plus large. Présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police, donc soit le préfet, soit le maire, peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. Ça, c'est le premier point classique. Pour tous les sols pollués, voilà une police administrative, préfet ou mairie, qui peut ordonner justement la réalisation de travaux. Et puis, on entend par responsable, et c'est là qu'on va avoir une précision par ordre de priorité. Donc, on va fixer une hiérarchie. Ce qui est important également à savoir, pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article 165.2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles 512.20 et 556.1, chacun pour ses obligations respectives, eh bien, eux sont les premiers responsables de la pollution, donc les derniers exploitants. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué. Donc, on a ceux qui polluent les sols par une activité avec une liste limitative, et notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, ou les installations nucléaires, ou les installations minières, etc., etc. En dessous, si c'est une autre cause de pollution, eh bien, on va aller chercher le producteur des déchets ou le détenteur. Et puis, troisième catégorie, à titre subsidiaire, et donc vous voyez en quoi c'est inspiré de la jurisprudence que j'ai évoquée juste avant, jurisprudence administrative ou judiciaire, à titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du premièrement, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués, donc propriétaire de l'assise foncière, c'est relativement large, par une activité ou des déchets, donc on vise bien ici le propriétaire d'un terrain qui a été pollué soit par des activités polluantes, ICPE, mines, etc., soit dans le cadre des déchets, donc c'est l'hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution, il sera responsable. Et donc, on suit plutôt la jurisprudence du Conseil d'État en considérant qu'il faut prouver la négligence ou prouver qu'il n'est pas étranger à la pollution, d'où l'importance à l'avenir, encore plus qu'aujourd'hui, eh bien, de ces clauses que vous pouvez introduire dans les baux commerciaux qui permettent de bien établir a posteriori en cas de contentieux que vous avez été vigilant à l'égard du preneur, que vous avez pris les mesures nécessaires pour bien vous informer, pour éviter des pollutions ou éviter des conséquences désastreuses ou des préjudices liés à l'atteinte aux personnes
ou à l'environnement. Donc, ce que je vous ai expliqué à travers ces différentes obligations de faire et ces vérifications préalables, c'est uniquement vous faire prendre conscience de toute cette préparation en amont que vous devez réaliser dans un dossier où il y a cession d'un bien pollué ou potentiellement pollué, qui va vous permettre d'identifier les différentes obligations légales, d'identifier les différents débiteurs potentiels relevant de règles spéciales ou relevant d'une extension de la jurisprudence, parce qu'en fonction de ça, vous allez pouvoir mieux identifier la qualité des parties, votre client, et puis le co-contractant, quel qu'il soit. Si vous êtes le seul notaire, bah, vous aurez ici à agir dans l'intérêt des deux. Si il y a deux notaires, il y a on aura ici, dans l'intérêt de l'acte, en tout cas, un échange entre les professionnels. Mais vous allez devoir clairement identifier la qualité des parties, leurs obligations potentielles en termes d'information, leurs obligations potentielles en termes de remise en état ou de gestion des déchets. Et c'est en fonction de tout cela que vous pourrez ensuite rédiger convenablement votre acte sur mesure, en rédigeant les clauses qui sont valables ou non en fonction des obligations, voir comment gérer le risque, comment répartir le risque. Mais si vous ne vous posez pas ces questions au préalable, eh bien vous risqueriez justement d'avoir un acte incomplet et qui pourrait ensuite générer une responsabilité de votre part. Ce qui m'amène uniquement à évoquer cette question que j'aborderai la prochaine fois, puisque pour compléter ces vérifications sommaires, cette préparation du dossier, après avoir identifié les obligations d'information, les obligations de faire, eh bien, il faut essayer de voir quelles sont les études environnementales qui sont à votre disposition et que vous allez pouvoir utiliser. On verra la prochaine fois comment on s'appuie dans ce cas-là sur un certain nombre de circulaires ou de notes ministérielles qui vont vous aider sur les diagnostics, les études, les différents audits que vous pouvez réaliser, mais et qui vont là aussi, là je vais les identifier pour savoir ceux que je vais conseiller à mon client en fonction justement des objectifs qu'il poursuit. Donc vous voyez, on n'a pas encore fini cette session des biens pollués, c'est un sujet relativement vaste et vous allez voir dans la deuxième partie, ça va être une partie davantage consacrée à différentes clauses contractuelles, mais c'est une question fondamentale puisqu'aujourd'hui des biens pollués, il y en a de plus en plus, ça devient quasiment une question courante qu'il faut se poser. Je vends un bien, celui-ci est probablement pollué, quel degré, quelle importance, jusqu'où je dois aller dans l'information, dans la préparation du dossier. Eh bien, vous voyez qu'on a ici un sujet qui est fondamental et que l'on doit parfaitement maîtriser, devenir un spécialiste de la question, je ne sais pas, mais en tout cas se poser, avoir le réflexe et se poser un certain nombre de questions lorsqu'on est amené à vendre un bien immobilier qui serait potentiellement pollué. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je continuerai la prochaine fois sur la session des biens pollués. Je devrais pouvoir finir la prochaine fois la session d'un bien pollué avant d'enchaîner sur la session d'un bien loué, qui est une toute autre affaire, beaucoup moins complexe. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir.